La Cour constitutionnelle entre rupture et continuité, c'est le thème principal qui retient les attentions du 11 au 13 septembre 2019 à Cotonou, à l'occasion du colloque scientifique initié par la 6e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin, une cour que dirige le professeur Joseph Diogbenou. À l'ouverture des travaux ce mercredi, plusieurs personnalités, à l'instar du président de la Cour constitutionnelle du Togo, du président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso et du président de la Cour constitutionnelle du Maroc ont répondu présents à l'invitation. Plusieurs personnalités ont donc répondu présentes à cette invitation. On a noté aussi quelques grands absents. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, le constitutionnaliste Joël Aïvor, professeur également de son état, pourtant attendu à ce grand rendez-vous de réflexion au cours duquel plusieurs panels seront développés. Le professeur Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, à l'ouverture des travaux ce mercredi, nous l'écoutons. Nous sommes ici afin que ceux qui jugent soient jugés. Nous sommes ici afin que ceux qui prescrivent puissent être appréciés dans leur prescription. Nous sommes ici afin que la juridiction constitutionnelle puisse être évaluée elle-même à travers sa production. La question est importante. L'ambition prométhéenne des États africains peut-elle être assurée, État en constitution, État en construction, sans une interprétation rationnelle tout aussi ambitieuse des constitutions qui construisent et qui constituent ces États? L'interprétation de la règle et surtout de la Constitution peut-elle alors être faite exclusivement pour la règle et pour la Constitution? Cette interprétation peut-elle être détachée de cette ambition prométhéenne des États africains? La Constitution constitue, la Constitution construit, la Constitution consolide et l'État et la nation et les citoyens. Peut-on éviter de penser que la pérennisation de nos États, leur vocation à l'éternité, dépend des outils que les juges constitutionnels de manière spécifique offriront à celles et ceux qui agissent? Peut-on considérer, mesdames et messieurs, que la règle est faite pour être appréciée de manière abstraite, déconnectée et quelquefois désincarnée? Peut-on éviter de s'interroger alors sur les méthodes pour y parvenir, pour faire en sorte que dans son interprétation, la Constitution puisse satisfaire les besoins essentiels, fondamentaux, la satisfaction de le s'instruire, le se loger, le se vêtir, le se soigner? Peut-on éviter de renouveler les méthodes pour atteindre ces objectifs? Le cadre qui est le nôtre aujourd'hui nous offre ce dialogue entre l'école et le palais. Je voudrais nous inviter à beaucoup d'humilité et à nous accouter sur l'essentiel, sur la finalité. Alors qu'elle est souvent condamnée sans juger, le temps n'est-il pas venu pour la Cour constitutionnelle d'être jugée peut-être sans être condamnée? Nous nous fions à vous. La Constitution n'est pas le miroir de ceux qui ont vocation pour la lire, l'enseigner et l'interpréter. C'est un outil essentiel de développement des États. Si nous n'osons pas ce détachement égoïste de nos fantasmes intellectuels qui nous donne à considérer que ce qui est acquis, ce qui est classique, et à renoncer à tout ce qui est possible de manière fertile, permettre aux États africains et à l'État du Bénin de satisfaire toutes les ambitions, toute cette aspiration à la création d'un État, à sa solidité, à l'avènement d'une nation, aurions-nous assuré l'essentiel? En ouvrant ce colloque avec beaucoup de bonheur, je vais, avec mes collègues, m'asseoir pour recevoir des leçons et en espérant que ces leçons soient dites de manière totalement impartiale. Joseph Diogbenou, le président de la Cour constitutionnelle, 6e mandature, qui entend recevoir des leçons à la suite de ce colloque qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Joël Diogbenou, vous étiez à l'ouverture des travaux, vous avez constaté ce que vous avez constaté. Le juge demande à être jugé. Oui, je pense que Joseph Diogbenou, il a donc mis le pied à l'étrier devant ses pairs, devant cette communauté scientifique. Et puis, comme nous parlons d'une cérémonie d'ouverture, il y avait également des personnalités du monde politique
des chefs d'institution du Bénin qui ont répondu également présents, donc parlant de chefs d'institution, à l'appel du président de la Cour constitutionnelle. Donc pour ma part, aujourd'hui, à l'ouverture de ce colloque scientifique, il est vrai que le juge demande à être évalué. Il est vrai que le juge constitutionnel demande à être apprécié avec une certaine impartialité. Le juge constitutionnel du Bénin a osé, ça c'est la chose sur laquelle je voudrais quand même insister et puis me joindre à la voix d'autres personnalités qui ce matin l'ont reconnu. Ce juge constitutionnel a osé ouvrir la haute juridiction à la critique. Ce n'est pas toujours évident que dans une république où la tendance balbutie entre un régime plus ou moins autoritaire et puis la démocratie ou la démocrature, que les institutions qui sont en première ligne accusées, affublées donc de critiques, puissent à un moment donné accepter, s'assouplir et s'ouvrir à la critique. Donc pour moi, je replace ce colloque scientifique aujourd'hui dans ce champ, à savoir les membres de la Cour constitutionnelle du Bénin, les 7 sages de la Cour de la 6e mandature ont pris le temps, après pratiquement 15 mois d'exercice, d'expérimentation, d'appréciation de juges, d'appréciation, d'interprétation même de la Constitution, ont pris le temps d'écoute, d'observation, ont évalué eux-mêmes le rapport qu'ils entretiennent avec cette population à qui, depuis 1990, la Constitution a conféré la souveraineté. Cette Constitution qui est en réalité l'émanation de la volonté populaire. Donc le rapport que les 7 personnes que nous avons mandatées pour 5 ans pour interpréter la règle de droit, pour interpréter la lettre et l'esprit de la Constitution, le rapport que ces personnes entretiennent avec la population, elles-mêmes ont pris le temps d'évaluer ce rapport, ont pris le temps de constater qu'il y a certainement plus de critiques que d'appréciations positives qui étaient faites à leur endroit. Donc, prenant donc en compte tous ces éléments, le juge constitutionnel du Bénin a osé l'audace, si je peux m'exprimer ainsi, a osé l'audace et en convoquant pour 3 jours ce colloque scientifique, on a bien dit colloque scientifique, donc c'est un espace ouvert, c'est un espace de vérité, c'est un espace à la limite anti-partisan, ce n'est pas des considérations partisanes politiques colorées qui seront admises à ce colloque. Il vous suffira de voir le profil de ceux qui ont été conviés. J'ai pu remarquer aujourd'hui des sachants du droit, des professionnels donc de la matière constitutionnelle, des enseignants d'université qui ont répondu présents et d'autres personnes qui administrent également d'autres cours, d'autres hautes juridictions sur le continent africain. Donc, in fine, je pense que au terme donc des 3 jours, si effectivement les débats se mènent avec sérénité, on pourra évaluer cette juridiction-là, on pourra évaluer le rendement qu'elle est en train donc de faire depuis 14 mois et voir s'il y a des points noirs, il y a des points d'ombre et savoir comment y remédier. Vigile avancé, la Cour constitutionnelle, 6e mandature, demande à être évaluée. Elle a fait certainement du chemin. 14 mois déjà que cette Cour est installée. Il y a toutes les critiques que nous constatons dans le pays. Et il a plu aux actuels conseillers à cette juridiction de s'ouvrir au reste du monde et d'écouter les autres pour entendre ce qu'ils disent d'eux dans leurs fonctions. Disons, le président de la Cour constitutionnelle ne nous a pas dit ce qui l'a motivé, n'est-ce pas, à initier ce colloque d'évaluation. Je veux dire, nous sommes à l'ère de l'évaluation ou des évaluations. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, n'est-ce pas, de pouvoir s'offrir aux sachants de se faire évaluer ainsi. Mais pour moi, tout l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'on ferait, n'est-ce pas, de ces différentes appréciations qu'on a soi-même sollicitées. Parce que, oui, vous dites que la Cour constitutionnelle est assez critiquée ces derniers temps et
ce qui l'aurait motivé, n'est-ce pas, à se remettre en cause, à pouvoir écouter les appréciations des uns des autres. Ce qui aurait été une bonne chose. Ce qui aurait été une bonne chose, on peut dire que quand on est dans cet esprit-là, c'est pour se remettre en cause, pour pouvoir mieux faire. Et je n'ai pas l'impression, moi, enfin, je peux me tromper, je voudrais pouvoir me tromper, je n'ai pas vraiment l'impression que, pour avoir vu, même pas par erreur, oui, je ne sais pas, il doit avoir peut-être existé des décisions en faveur du gouvernement, par exemple, où la Cour a pu, n'est-ce pas, donner des décisions contre le gouvernement, mais c'est pas très solide. Ça n'a pas frappé les esprits et moi, je n'en trouve pas tout de suite. Donc, je préfère rester encore dans ma position à croire que, je sais pas, dans tous les cas, je sais que elle a moins d'une semaine, cette cour, et c'est elle-même qui nous a donné ce rendez-vous-là, par exemple, pour apprécier cet arrêté, du moins, qui ôte à certains citoyens béninois le droit d'avoir des actes, de ceci, cela. Et donc, pour moi, si le colloque aura donné des résultats qui vont être pris en compte, ça va être le premier terrain d'application, n'est-ce pas, de ces résolutions-là, parce que vous avez parlé d'un certain nombre d'absents. Pour moi, ces absences-là ne sont pas gratuites. Moi, je suis pas sachant du droit, mais quand vous écoutez les sachants, il a tout de même problème. Il a tout de même problème aujourd'hui et sans doute, bon, enfin, pas sans doute, quand vous avez suivi l'émission donc du président de la Cour, vous êtes certain qu'il a tous les retours. Il sait tout ce qui est pensé de lui. Et donc, si cela ne peut pas être, comment dire, on ne peut pas en tenir compte, si quelque chose ne peut pas changer dans la posture de la Cour constitutionnelle, qui pour moi reste plus une cour politique aujourd'hui qu'une cour qui dit le droit, tenez, cette décision-là, et on l'attendra là-dessus par exemple. Moi j'ai écouté un certain nombre de sachants qui connaissent d'avance déjà, et aussi facilement, la position, la décision, qui écrivent à la Cour constitutionnelle, sa décision du 17 septembre prochain, c'est-à-dire la décision sur cet arrêté. On dit oui, elle va dire qu'elle est incompétente. Elle est incompétente. Pourtant, vous et moi savons que un pareil arrêté interministériel pose tout au moins le problème de droits humains. Oui. Ça pose tout au moins un problème de droits de l'homme. Comment quelqu'un qu'on n'a pas encore jugé, comment quelqu'un qu'on n'a pas encore condamné. La présomption d'innocence. Voilà. Mais la Cour, les sachants présument, pour l'avoir vu faire depuis 14-15 mois, que, eh bien, elle dira qu'elle n'est pas compétente d'aller voir une autre Cour, comme elle en a déjà fait, malheureusement. Satoune Dossou, oui, il avançait parler de cette émission, la première d'ailleurs que l'institution a organisée avec, autour du président de cette institution, 6 journalistes pour lui poser des questions sur les activités qui sont menées depuis l'installation de cette 6e mandature. À la suite de cette émission, l'institution qui décide de s'ouvrir, d'aller écouter tout ce qu'on dit d'elle. Et voilà le président Joseph Diogbenou que vous avez écouté à l'ouverture des travaux. Le colloque en lui-même est une continuité, parce qu'elle devra répondre, de colloque d'abord, répondre à cette question entre rupture et continuité, à quel niveau il fallait situer la Cour constitutionnelle. Et il parlait de continuité à l'émission à laquelle vous faisiez allusion, puisque l'émission également avait pour titre la Cour constitutionnelle entre rupture et continuité. C'était donc les prémices de ce qui se passe, ce qui a commencé aujourd'hui. Et ce qui a commencé aujourd'hui a la particularité, il faut le préciser, d'être un colloque scientifique. Oui. Cela voudra dire que les acteurs qu'on a appelés vont faire parler la science. Et nous savons que la science, elle obéit à des étapes, elle obéit à une méthode qui fait qu'à la fin, quand elle produit un résultat,
Ce résultat, a priori, ne devrait pas être affublé d'étiquettes de critiques partisanes. Et j'entends le président de la Cour constitutionnelle avoir déjà cette appréhension à l'ouverture d'un colloque scientifique. De quoi a-t-il peur, ai-je envie de dire, pardon. A-t-il déjà cette idée ou cette appréhension de voir la copie qu'on lui livrera à la fin, le portrait qu'on fera de la juridiction qu'il dirige? On peut avoir une idée là-dessus. Peut-être qu'il se fait certainement cette idée. C'est pourquoi même en convoquant les scientifiques, il précise quelque part qu'il a l'espoir, il espère que les leçons qui seront dites, qu'il va recevoir, seront des leçons totalement impartiales. Pour moi, on ne devrait plus avoir cette appréhension devant une cour de scientifiques. On doit se dire, tout ce qui est dit, tout ce qui sera dit, vient des hommes qui maîtrisent la même matière, la matière sur laquelle nous travaillons. Encore qu'à la base, on vous dira que Joseph Diogbenou est un privatiste, il n'est pas un publiciste, il n'est pas quelqu'un qui a été, bon oui, il est du droit, mais le droit a ses embranchements, a ses spécificités, et il n'est pas publiciste. Et quand il appelle des gens, qu'ils soient du Bénin ou d'ailleurs, pour apprécier cette cour, ils devraient être rassurés, a priori, que tout ce qu'ils diront serait de la science et dans la même mesure être disposés à prendre en compte, et c'est là que je rejoins Virgile, qui attend ce qu'on fera, les conclusions de ce colloque. Donc, il doit pouvoir prendre en compte ces leçons qui lui seront dites, doit chercher à les intégrer dans sa manière de présider la juridiction et dans la manière de la juridiction d'interpréter. Si au sorti de ce colloque, on voit la Cour constitutionnelle actuelle, je ne dirais pas Joseph Diogbenou seul, mais toute la Cour, je dis toute la Cour, pardon, de tous les conseillers à cette Cour, si on continue d'avoir ces conseillers dans la logique de ce que dit Virgile, qu'une décision est attendue le 17 prochain, et que beaucoup ont déjà, se sont déjà fait une copie de ce que la Cour dirait. Si on retrouve la Cour dans toujours dans cette logique, c'est qu'il y a quelque chose. On a organisé cette sortie et l'émission et le colloque pour d'autres objectifs qui ne nous ont pas été dits. Pour, comme le dirait quelqu'un que vous allez peut-être nous permettre d'écouter tout à l'heure, chercher à légitimer l'image de la Cour constitutionnelle, ce que la Cour constitutionnelle est en train de faire jusqu'ici. Parce que pour moi, ce que fait Joseph Diogbenou obéit déjà à son discours-programme qu'il avait déjà prononcé depuis qu'il a pris les rênes de cette Cour constitutionnelle. Et vous allez voir déjà des bribes de ce discours-programme qu'il a prononcé à son installation dans son discours d'aujourd'hui. Quand il nous disait alors qu'il est vrai que la Constitution n'est pas un gadget destiné à la satisfaction intellectuelle de quelques-uns, qu'elle est la gardienne du trésor de liberté, le trésor des droits individuels de chacun, dont la gestion est confiée au plus fort à la Cour constitutionnelle. La Constitution n'est pas non plus un objet désincarné, un objet désintéressé du décor républicain, sans lien avec les enjeux de survie et de renforcement de l'État, de son développement dans un monde si difficile, dans un monde si concurrentiel. Et quand vous écoutez Joseph Diogbenou dire aujourd'hui que la Constitution doit pouvoir satisfaire les besoins de l'État, les ambitions de l'État, et que vous savez que ces ambitions de l'État sont définies par quel pouvoir? Le pouvoir exécutif. C'est comme si on disait depuis qu'on a pris service qu'on mettra la Constitution au service de ceux-là qui définissent ces ambitions de l'État pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs et qu'il n'y aura pas cette Constitution qui serait si sacrée, si inviolable qu'on ne saurait interpréter pour rendre service ou permettre à ceux-là qui nous dirigent d'évoluer. C'est un discours-programme qui a commencé par être déroulé et j'espère qu'après ce colloque, on tiendra compte de l'avis des scientifiques pour interpréter la Constitution selon ce que la Constitution est et non selon ce que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont à l'exécutif, veulent en faire pour atteindre leurs objectifs. Joseph Diogbenou, lors de cette émission, avait déjà dit que tout ce qu'il fait n'est pas exempt de critiques. Et donc, il reste ouvert à toutes les critiques. Et d'ailleurs, si cela n'avait pas été critiqué, il n'aurait pas su qu'il fait un travail au niveau de cette institution. Aujourd'hui, il vient étaler à la face du monde tout ce qu'il fait avec les autres conseillers de cette juridiction. Et dans un contexte d'évaluation, comme le rappelait
le rappelait, Vigile avancé. Est-ce une façon aussi pour cette institution de se faire évaluer? Non, l'évaluation, il est évident que avec le parterre d'invités conviés à ce colloque scientifique, la Cour constitutionnelle du Bénin sera évaluée. Je ne sais pas quel qualificatif il faut peut-être évaluation professionnelle adjoindre voilà, cette évaluation. Est-ce une évaluation diagnostique de la Cour constitutionnelle du Bénin? Je ne saurais le dire. Est-ce que c'est une évaluation pédagogique comme le réclament les enseignants depuis? Comme l'indique est-ce que c'est une évaluation scientifique? Oui, on pourrait peut-être se mettre d'accord sur cette terminologie, que nous sommes dans un cas de figure où on pourrait parler d'une évaluation scientifique. Et là, la science, c'est de l'empirisme, c'est de l'observation, c'est de l'immersion, c'est un cloisonnement de données pour produire un résultat incontestable. Et aujourd'hui, avec la lecture qu'on pourrait faire, l'analyse et l'interprétation même qu'on pourrait faire de ce discours prononcé à l'ouverture par Joseph Diogbenou, et là j'ouvre la parenthèse pour dire que quand ça tenait s'interroger sur pourquoi il a été obligé de convoquer le mot impartialité. Parce que dans l'ordonnancement même du protocole, il y a une intervention, sans doute que nous allons écouter tout à l'heure, qui a précédé celle de Joseph Diogbenou. Une intervention qui, pour ma part, était déjà donc porteuse des germes d'appréciation, de lecture critique par rapport à ce qui se fait jusqu'ici. Donc certainement, ça coûtant donc sur ce qu'il a entendu depuis l'instant où il était installé, il a senti le besoin de peut-être faire cette mise au point, à savoir, je ne suis pas venu ici dans la cour des scientifiques 7 pour me faire donc évaluer avec la partialité. Donc ce que je retiens fondamentalement, je pense que c'est deux perceptions qui vont s'entrechoper au cours des 3 jours. Parce que vous avez d'un côté quelqu'un, et là j'ai eu l'occasion d'aller donc tendre mon micro à M. Joseph Diogbenou quand il prenait service, quand il était en train d'être installé, et je me rappelle très bien, il disait que on ne peut pas penser qu'en démocratie, que la séparation des pouvoirs comme valeur fondamentale, comme prédominance de droit, puisse être une donnée qui en arrive à compromettre la viabilité de l'État et à mettre à terre le développement. C'est-à-dire que quoi? On ne peut pas parler donc d'une séparation structurelle qui fait donc de la séparation des pouvoirs une donnée statique qui fait que on verra directement une opposition. Mais il faut peut-être voir une séparation fonctionnelle. Et dans l'application même de la règle de droit, avec les 14 mois de lecture, moi j'invoquerai ici une autre conception. Oui. Finalement, nous sommes en train d'assister à une superposition des pouvoirs dans une démocratie libérale, représentative, qui consacre l'état de droit, le respect donc des droits humains et tout ce que vous savez comme valeur. Et comme nous entrons dans une superposition des pouvoirs en démocratie, Montesquieu le dira dans l'état, dans l'esprit donc des lois, nous ne sommes plus en démocratie. Nous migrons donc d'une démocratie vers une autorité, vers un régime autoritaire, vers une dictature. Et c'est la conception que M. Joseph Diogbenou se fait de la Constitution. Et s'il fait cette conception et qu'il le rappelle ce matin à l'ouverture de ce colloque scientifique, à savoir, il faut mettre absolument la Constitution au service donc du développement. Alors que de l'autre côté, il y a donc ceux qui pensent que la démocratie, qui se repose essentiellement sur la Constitution, avec donc des données universelles, la même chose qu'on retrouve au Bénin, on doit pouvoir le retrouver en Côte d'Ivoire, on doit pouvoir le retrouver aux États-Unis, en Grande-Bretagne avec quelques subtilités de droit, certes, mais on doit pouvoir s'entendre sur l'essentiel. Donc pour moi, nous allons avoir un choc de deux écoles qui, je ne sais pas ce que ça va donner finalement. Toujours est-il que M. Joseph Diogbenou, si avec les 3 jours d'évaluation, voilà, de leçons qu'on va lui donner, si finalement il n'est pas disposé, il n'est pas dans la prédisposition d'esprit pour aller entendre ceux qui professent les leçons de l'autre école, encore que c'est lui aujourd'hui qui est aux commandes, je pense que malheureusement le 17 prochain, M. Vigile, vous n'aurez pas satisfaction parce que c'est lui à la fin qui décide. Et pour les 5 ans, bien les 4 ans qui restent, c'est lui qui va en décider. Oui. En termes de leçons, on pourrait dire
qu'il en a reçu déjà à l'entame de ce colloque international, ce colloque scientifique. Aujourd'hui, nous avons écouté à l'ouverture des travaux le président de la Cour suprême, non pas en sa qualité de président de la Cour suprême, mais il a dit il est le président de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Il a pour nom Ousmane Batoko. Il a demandé, sans langue de bois, de dire la vérité au cours de ces travaux. On l'écoute. Le Bénin est perçu depuis des décennies comme le laboratoire de la démocratie en Afrique. Tout ce qui s'y passe est désormais regardé à la loupe partout dans le monde et singulièrement sur le continent africain. Les décisions de ces juges aussi, et depuis quelque temps, les décisions de son juge constitutionnel. Pour certains, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du Bénin, ce juge semble avoir sonné le glas de la démocratie au Bénin. Certaines des décisions du juge constitutionnel béninois ont en effet ébranlé bon nombre de juristes africains dans leur certitude scientifique. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une révolution jurisprudentielle, constitutionnelle, qui est en marche dans notre pays, parfaitement en phase avec sa réputation de laboratoire de la démocratie, qui lui colle depuis de longues années. Cette juridiction est le fruit de la volonté souveraine du peuple béninois, qui a su trouver dans son génie propre les ressources nécessaires pour réaffirmer son opposition à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice et exprimer sa détermination de créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits humains, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus. Cette juridiction, la Cour constitutionnelle du Bénin, devrait se dresser comme une véritable gardienne de la Constitution et du respect des lois de la République. En effleurant les termes d'audace, de prétention et de courage au début de mon propos, je me suis interrogé sur les motifs avouables et non avouables qui pourraient sous-tendre l'organisation du présent colloque à peine 15 mois du début de la nouvelle mandature de la Cour. Serait-ce pour se donner bonne conscience des actes posés ou des décisions prises dont on souhaiterait obtenir la validation ou l'onction des pairs, ou serait-ce pour se conforter dans la légitimation publique ou tout au moins collective d'une nouvelle approche du dynamisme décisionnel de la juridiction constitutionnelle? Quelle que soit la nature de la réponse, il me plaît ici de renouveler mes félicitations à la Cour constitutionnelle du Bénin, particulièrement à son président, pour avoir eu le courage de cette initiative et surtout l'audace de nous y convier. À tous ces hommes et femmes venus des 4 coins du monde et d'Afrique en particulier, au nom des valeurs universelles de liberté, de protection des droits fondamentaux de l'homme, de démocratie et de justice, que nous partageons tous, je voudrais, pour le compte du réseau africain que je représente ici, dire tous nos remerciements et notre joie de les savoir présents, aussi nombreux à ce rendez-vous scientifique du donner et du recevoir. Mesdames et messieurs, dites à la Cour constitutionnelle du Bénin, et sans langue de bois, ce que vous pensez réellement de son positionnement entre la rupture et la continuité, ou entre la continuité et la rupture. Rappelez-lui, entre autres, au nom de la bonne cohabitation, de l'équilibre et de la stabilité des institutions, que les décisions des cours et tribunaux ayant acquis force de choses jugées ne sont susceptibles d'aucun recours. Et là, je fais référence à une disposition de la Constitution béninoise. Faites ceci, mesdames et messieurs, dans l'intérêt de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie en Afrique. Théodore, non pas Théodore Lo, Ousmane Batoko, plutôt Vigile Avancé, vous l'avez écouté, le président de la Cour suprême, président de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Je crois que pour qui voulait une leçon, ou plutôt des leçons, il en a reçu une leçon inaugurale, là, je constate. Et quel que soit, il est revenu là-dessus, les motivations, n'est-ce pas, de ce colloque. Je pense qu'il revient aujourd'hui à ce parterre de scientifiques réunis dans cet hôtel de Cotonou. Il revient à ces personnes-là de dire la vérité, rien que la vérité, de parler, comme l'a dit le président de la Cour suprême, sans langue de bois,
à ces 7 membres de la Cour constitutionnelle du Bénin. Parce que le diagnostic, pour moi, il est clair. Hein. La Cour a assez dansé et veut maintenant se faire apprécier. Et dans les rues, vous n'avez même pas besoin d'aller à la fac de droit pour se faire apprécier, avoir votre idée de la Cour constitutionnelle. Il revient, n'est-ce pas, de leur dire la vérité à ces personnes pour qu'ensuite ils en fassent ce qu'ils veulent, de mon point de vue. Vous savez, moi je ne me fais pas d'illusions. Hein. Je ne me fais pas du tout d'illusions. Je n'ai pas l'impression que la Cour soit traversée par de doutes. La Cour ou les membres, et voilà, la constitution de la Cour était, de mon point de vue, elle-même constituée de problèmes. Oui. À l'essence. Depuis la désignation. Depuis la désignation. Et c'est vrai qu'on ne finira pas, s'il faut aller à ces gens, on ne finira pas de régler les comptes. Le président de la Cour constitutionnelle, vous le savez, ministre, n'est-ce pas, du régime de Patrice Talon. Patrice Talon, qui ne se faisait pas de doute sur l'arithmétique à la Cour constitutionnelle, fort, n'est-ce pas, de son BMP à l'Assemblée nationale à l'époque, fort de son bureau, du contrôle de son bureau de l'Assemblée nationale, fort du contrôle du président de l'Assemblée nationale, a pu faire désigner quand même Joseph Diogbenou. Alors, tête pensante, comme j'ai l'habitude de le dire, le maître à penser, n'est-ce pas, du système à l'époque, il a fait désigner par l'Assemblée nationale. Il avait gagné une première victoire. Je ne peux pas, ou plutôt je m'étonnerais aujourd'hui que les Béninois soient étonnés de voir celui qui était alors le maître des réformes passer de l'autre côté, accueillir même certaines lois, certaines réformes, pouvoir les renier. Ce n'était pas possible. Au contraire, quand il a pris sa pelle comme le maçon, l'édifice qu'il a démoli en premier, c'était donc ce que son prédécesseur avait construit. Théodore Lo. Rapidement, cette décision qui, pour eux, avilissait, n'est-ce pas, le gouvernement, eh bien, cette décision-là ont été rapidement cassées et sans crier gare, sans pouvoir se dire, ah non, mais ça interpellerait. On l'a fait. Et par la suite, vous avez vu, la machine ne s'est plus arrêtée d'arrêt aujourd'hui. On dit de se faire apprécier. Je ne me fais pas d'illusions. Je soupçonne que ce colloque, si ça ne relève pas, n'est-ce pas, d'un coup médiatique, et ce serait le moins de mal, ça relèverait plutôt, comme l'a dit le président de la Cour suprême, d'un exercice de légitimation, n'est-ce pas, de tout ce qui est fait de la Cour dans sa posture telle qu'on l'a connue juste là. Mais encore une fois, comme on dit en toute chose, hein, même une Cour constitutionnelle peut se faire prendre à son propre piège et revient encore une fois à ces scientifiques de dire la vérité. Encore que même des scientifiques, on en a vu de balbutiants. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas comment il faut appeler ça, cette appréciation d'un agrégé du Cameroun qui a fait des gymnastiques à nous rappeler certaines décisions pour nous dire que oui, s'il a des conventions donc supranationales qui remettent en cause la Constitution, on peut se foutre de ces conventions-là. Voilà. Donc, si on a amené des gymnastes comme ça à l'hôtel Golden Tulip pour évaluer la Cour constitutionnelle, il n'est pas sûr qu'on ait quelque chose de potable. Parce que oui, il se pourrait que le président de la Cour constitutionnelle et les membres de la Cour constitutionnelle se soient réveillés depuis quelques semaines avec quelques doutes. Oui. Et que c'est ce doute-là qui a pu inspirer, n'est-ce pas, ce colloque. Qui sait? Mais c'est comme un boxeur. Si la garde est ouverte, vous n'avez qu'à vous y engouffrer. Oui. Satouni Diosso, la Cour constitutionnelle de Bénin était une école où les autres pays venaient
prendre des leçons aujourd'hui dans ses propos du président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Il dit que les décisions de cette Cour, 6e mandature, ont ébranlé bon nombre de constitutionnalistes. Vous faites bien de le souligner et d'avoir souligné déjà avant même de nous proposer l'extrait de Ousmane Batoko, qu'il a parlé non pas en tant que président de la Cour suprême, mais le président des hautes juridictions francophones africaines, en quelque sorte. Et que, à cet égard, ce qu'il nous dit là est aussi une révélation de ce qui se dit dans les couloirs de ces hautes juridictions africaines. Au-delà du Bénin. Au-delà du Bénin. Il vient nous dire qu'à l'international, cette approche de la nouvelle mandature de la Cour ébranle les scientifiques dans leur certitude juridique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la science même se demande si ce n'est pas elle qui se trompe. Ou si c'est Diogbenou qui a raison avec sa Cour. C'est une révolution au Bénin. C'est une révolution. C'est pourquoi même les scientifiques ont commencé par douter de ce qu'ils savent, de leur pratique de la chose constitutionnelle. C'est comme l'Afrique n'est pas qu'habitée d'enfants de cœur, notamment de chefs d'État. Là, dans ce qu'ils disent, mais c'est une bonne expérience. Ce laboratoire nous envoie encore de gros tuyaux. Donc on peut profiter. L'exemple a été pris ailleurs. Même à côté. Si dans le monde scientifique, on nous dit qu'on a ébranlé ça, ébranle la science dans sa certitude, cela voudra dire que le Bénin, dans sa pratique constitutionnelle, désormais est devenu un rat de laboratoire. Invente la loi. On étudie le cas Bénin, la spécificité du cas Bénin, son originalité, d'où il a pu s'inspirer, d'où la Cour constitutionnelle a pu trouver cette approche pour y aller. Et je trouve que les réponses n'ont pas manqué dans ce que le président Ousmane Batoko a dit par la suite, quand il précise tout de suite que ce qui se fait là, cette approche, ébranle a plutôt sonné le glas de la démocratie au Bénin. Donc même dans leur remise en cause, dans le doute qu'ils ont commencé par avoir, ils ont la certitude, ils sont certains que ce qui se fait là, comme Joël l'a dit, nous ne sommes plus dans une démocratie. Nous avons laissé de côté les principes démocratiques depuis, et nous expérimentons autre chose dont on n'a pas encore trouvé le nom, mais qu'on s'efforce d'appeler encore constitution dans un état démocratique, peut-être qu'à la fin, on va trouver un nom propre pour qualifier l'expérience, ce que le Bénin est en train de faire. Et il a fait bien de rappeler ce qu'est la Constitution. Si Joseph Diogbenou ne le savait pas, parce que je sais qu'il le sait avant d'y aller. Et il est pourtant le gardien de cette Constitution. Virgile a fait une démonstration tout à l'heure. Quand vous définissez la trajectoire de Joseph Diogbenou, vous vous rendez compte déjà de la superposition des institutions dont Joël Tchoubé parle. Et il est revenu sur sa désignation par la Cour, par l'Assemblée nationale, le président de la République, de cette émission. Le président de la République, institution à part entière, fait désigner son ministre, le ministre de son gouvernement, porte-parole de ce gouvernement en ce moment, par une autre institution à part entière, séparée, l'Assemblée nationale. C'est un premier message. Cela voudra dire, je maîtrise cette institution au point de lui faire adopter quelque chose que je lui envoie, quelqu'un que je lui envoie. Et par la suite, celui-là, proposé par lui, devient président de la Cour constitutionnelle. Les sommets du triangle sont réunis. L'exécutif qui maîtrise le législatif au point de pouvoir lui imposer un choix, et l'exécutif qui maîtrise le législatif, qui maintenant maîtrise le constitutionnel avec celui-là qui est posé, qui est positionné, et qui peut désormais bouger son pion dans ce triangle et être sûr de ne jamais être contrarié, de ne jamais subir un échec. Et Ousmane disait, Batoko fait bien de rappeler à Joseph Diogbenou que la Constitution, c'est de la volonté du peuple. Ce n'est pas de la volonté d'un individu, ce n'est pas de la volonté d'un président de la République. Même si c'est lui qui vous a envoyé là-bas, ce n'est pas de sa volonté. Mais l'individu interprète la loi comme il l'entend. Non, pas comme il l'entend. Pas comme il l'entend. Pas comme il l'entend. De sa perception de comme la loi. Constitution le veut. Vous savez que l'interprétation de la loi dépend de celui qui l'interprète. C'est comme la Constitution le veut. Je ne sais pas. Au nom de quoi on juge? Ousmane Batoko rappelle les principes qui sont universels, qui ne sont pas propres au Bénin. Cela voudra dire que le Bénin ne fera rien que les autres n'ont pas implémenté. Les droits de l'homme qu'on connaît, avec tout ce qu'on a dit, une chose jugée par une juridiction qui a déjà l'autorité de la chose jugée, on ne peut plus la reprendre. C'est du Il a parlé des décisions rendues par les tribunaux qui ne sont susceptibles d'aucun recours devant... Je ne sais pas si Joseph Diogbenou a fait attention avant de désigner le titre, en tout cas, de son colloque scientifique, parce qu'il a trouvé par la suite... après cette écoute-là du discours d'Ousmane Batoko, que le discours est tellement métaphoré. C'est de la métaphore, une métaphore que le titre même a prêté à l'interprétation. On dit,
entre rupture Et continuité. et continuité. Et il demande à Joseph Diogbenou et les siens de se positionner entre la rupture et la continuité. La rupture pour moi c'est quoi? C'est comme si on remplaçait rupture par l'actuel régime, Patrice Talon. De choisir entre Patrice Talon et ce peuple-là, la continuité de la sauvegarde des acquis démocratiques. L'expérience démocratique que nous avons commencé depuis En quelque sorte, si 1990. vous ne pouvez pas faire mieux, restez alors sur ce qui avait été fait avant votre arrivée. Qu'ils nous disent si c'est la rupture. Et quand on dit rupture, vous savez qui représente la rupture. Entre Talon et continuité, la Cour devra choisir. C'est pourquoi je ne sais pas s'il a fait attention en choisissant ce thème. Parce qu'on a l'impression, avec tout ce qu'il est en train de dire là, qu'il a choisi la rupture avec les pratiques anciennes, la rupture que prend Patrice Talon, la rupture de Patrice Talon, qu'il a choisi Patrice Talon, qu'il a choisi les principes de Patrice Talon, les principes de Patrice Talon qui sont devenus les principes constitutionnels du Bénin, les principes démocratiques du Bénin. Parce que quand Patrice Talon veut quelque chose, et il l'obtient, et quand ça va à la Cour, à défaut de dire qu'elle est incompétente, elle tranche en sa faveur. En sa faveur. Joël Tobé, plusieurs personnalités étaient attendues à ce grand rendez-vous scientifique, mais beaucoup ont brillé par leur absence, et pourtant ils sont du domaine un mécontentement qui est exprimé par ce fait. Je pense que le prédécesseur de Joseph Diogbenou, professeur Théodore Olo, a fait sans doute parler sa sagesse. Parce que rupture, en matière donc de revirement peut-être jurisprudentiel, c'est peut-être le mot qu'il faut employer, où il verrait donc de l'égal héritage, une construction en matière de justice constitutionnelle à Joseph Diogbenou, qui prend la fonction et quelques 2 ou 3 jours seulement après, aligne une série de mesures pour remettre en cause les décisions prises auparavant par son professeur dans le rang universitaire, Théodore Olo. Et on le fait inviter à ce colloque scientifique et ça a fait grand bruit. On s'attendait. Le retrouver ce matin à l'ouverture de ces travaux aurait été l'événement. Donc l'absence de M. Théodore Olo n'est pas pour moi un événement. Parce que, choqué sans doute dans son amour propre, blessé de constater que son héritage a été saccagé, a été détruit, a été foulé aux pieds, humainement parlant, et scientifiquement, il a jugé bon de ne pas répondre présent. Il devait être honoré à ce rendez-vous. Non, c'est une autre cérémonie. Ça viendra. Voilà. Après, Donc aujourd'hui, je pense que s'il n'est pas venu, il a ses raisons également, et puis il sait de quoi il s'agit. Le professeur titulaire de droit constitutionnel, Joël Aïvor, on ne l'a pas aussi retrouvé. Mais par contre, on a vu Elisabeth Boyon qui était là. D'ailleurs, le président de la Cour, Joseph Diogbenou, lui disait, pour lui faire dans ses amitiés, pour dire que elle n'était pas une présidente honoraire, mais une présidente tutélaire. Un peu comme donc, pour la charmer. Donc je pense que l'absence de Joël Aïvor également peut être perçue comme, bien évidemment, une expression également de dire je ne prends ma place à ce colloque scientifique parce que celui qui aujourd'hui préside cette cour-là a tout donc démoli. Mais une fois encore, je sais que c'est un colloque scientifique et pourvu qu'on puisse arriver à ramollir les positions pour qu'enfin cette cour puisse être... voilà. Merci à vous, Joël Tobé. Merci Saturnin Diosso. Merci Virgile Avancé. Edgar Nyankadia de l'autre côté. Ce jour à moi pour vous remercier également de l'avoir suivi. Retrouver une autre équipe